Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer quelques événements de la semaine en revue. Au menu de la neige, des cocktails Molotov, de la neige, du logement, de la neige, du numérique et un peu de neige. Pour en parler donc de politique, à la jeune expérience, voire la très très jeune expérience au Parlement, qui nous rejoindront dans quelques minutes, et deux experts pour les mettre sur le grill. Vincent Liévin, journaliste entre autres à Sudinfo, bienvenue. Et Julie Foulon, une petite nouvelle, fondatrice du centre d'information numérique Girlic, et qui est avec nous. Bienvenue Julie. Merci, bonjour. En plus du froid, donc la neige qui persiste s'est invitée à Bruxelles depuis mercredi, et depuis lors c'est le chaos. On redécouvre les joies et les malheurs de la neige. Lancement de boules, luges, bonhomme de neige d'un côté, et puis de l'autre, glissade, chute et circulation difficile. Reportage avec Arnaud Bruckner et Karim Fahim. Un air de montagne et de sport d'hiver au cœur de Bruxelles. Avec la neige qui s'amoncelle, certains en profitent pour ressortir les luges. Je suis venue faire de la luge, comme en Belgique, il n'y a pas vraiment de la neige qui tient la plupart du temps, donc j'ai préféré en profiter, comme il n'y en a pas toujours. On a un groupe WhatsApp ici dans le quartier et j'ai demandé qui a une luge et c'est une voisine et la luge elle a plus que 40 ans. Et tandis que certains dévalent cette piste improvisée, d'autres réalisent leur premier bonhomme de neige ou profitent du spectacle. Faire des boules de neige et les lancer, c'est amusant. J'aime jeter la neige sur mon père. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus une neige en Belgique. Et puis je vais aller en ville, m'acheter une petite boule de bain pour me réchauffer dans mon bain. Mais avant cela, avec les flocons qui tombent, la nostalgie de ces hivers blancs d'enfance, plus courants qu'aujourd'hui et riches en souvenirs hivernaux. On faisait des igloos quand on était petit avec mes parents. Je faisais du traîneau avec mon papa, c'est lui qui m'a appris à faire du traîneau. Mon papa tirait la luge avec ma sœur et ça neigeait quand même plus, il y a presque 40 ans. Donc maintenant, dès qu'il y a la neige, on doit profiter. Des souvenirs en Belgique ou ailleurs, Grażyna a grandi en Pologne et vit à Bruxelles depuis 10 ans, une météo qu'elle connaît bien. Ouais, quand j'étais petite, c'était normal. C'était pendant 3-4 mois, la neige comme ça, non-stop. En tant que les enfants, on faisait la luge tout le long d'hiver. Mais ici, nos enfants qui ont 4 ans et 2 ans, ils n'ont pas encore vu. Toute l'après-midi, les batailles de boules de neige et autres plaisirs de la glisse se sont prolongées sur ce manteau de poudre blanche. Alors Vincent Liévin, vous en avez profité pour lancer quelques boules de neige ? Évidemment, et faire de la luge aussi avec les enfants. Évidemment, des beaux souvenirs. Oui. Ça, c'est important pour les enfants, quelques adultes. Et puis, des moins beaux souvenirs sur les routes. Et des routes qui ont été, je trouve, pas très rapidement dégagées. Donc un bémol là-dessus. Un bémol. Et vous, Julie Foulon ? C'est un petit peu pareil. Alors moi, j'étais quand même très étonnée de voir que, alors je parle pas des chaussées, mais en tout cas des trottoirs pour les piétons, parce que moi je suis piéton, et en fait de voir que c'était absolument pas dégagé et super glissant. Mais j'étais vraiment très très étonnée. Le minimum syndical devant certaines entrées, oui, on déneigeait un peu, on grattait, mais c'était vraiment devant la porte. Et j'ai vraiment vu au centre-ville de Bruxelles, vraiment dans la partie touristique, à côté de la cathédrale Saint-Gudule-et-Michel, le parvis absolument pas déneigé, les trottoirs complètement glissants, et ça peut être dangereux parce qu'on peut se retourner aussi contre les propriétaires. Oui, puisqu'effectivement, c'est au propriétaire ou à l'habitant, en tout cas, de déneiger devant sa porte. Et donc, c'est vrai que la cathédrale devrait être déneigée aussi, en tout cas le parvis. Et puis alors, il y a eu aussi des mauvaises habitudes. Par exemple, le week-end dernier, je suis tombé là-dessus, j'en ai fait même une photo, c'était au bois de la Cante, sur le lac gelé. Un père avait décidé de permettre à son fils de s'y rendre, et il avait attaché une laisse, se disant que si jamais il y avait un problème, il pourrait le récupérer comme ça. Alors heureusement, ça a duré 5-10 minutes. L'enfant n'est pas tombé, mais vendredi, on a appris de la part des pompiers que là, 2 enfants étaient tombés au Mare Wils et que c'est vraiment des gens qui les ont sauvés, et heureusement pour eux. Donc surtout, ne marchez pas sur de l'eau gelée, c'est très dangereux, et faites attention au verglas. On va encore reparler peut-être de neige et de chaos, peut-être, et de responsabilité communale et régionale avec nos deux invités. J'ai invité cette semaine 2 députés régionaux bruxellois. L'un représente un mouvement participatif et il était élu au sein du collège néerlandophone. Et il est dans l'opposition, il vient de l'associatif. L'autre vient de débarquer au Parlement après avoir travaillé dans un cabinet politique
néerlandophone. Elle est dans la majorité. L'un est expert en tourisme, l'autre est expert en mobilité, après avoir fait un peu de journalisme. Ils sont tous les deux multidiplômés, qu'ils et elles entrent. Nous accueillons donc Laurence Willemse, je dois dire, parce qu'il y a un E à la fin. Vous êtes députée bruxelloise écolo depuis à peu près une semaine. Tout à fait. Bienvenue, à la fois ici et au Parlement bruxellois. Et à vos côtés, Pépin Kennis, député bruxellois Agora depuis 2019. Il était déjà venu chez nous au moment où il est devenu député. Et là, maintenant, on va pouvoir faire un peu le bilan avec lui de ce qu'il a déjà fait au Parlement bruxellois. Juste pour faire connaissance un petit peu, Laurence Willemse, vous remplacez Zoé Genot, en fait, qui est partie dans l'associatif. La première image découverte du Parlement bruxellois, c'était quoi pour vous? C'est quoi l'image forte? C'était vendredi passé, quand j'ai prêté serment. C'est quand même un moment assez fort et important, je pense, dans la vie d'un député. Voilà. Peu importe le moment. Oui, et puis là, vous étiez seul, parce que Pépin, quand il a prêté serment, ils étaient nombreux. Hein. Oui, mais justement, j'avais pas mal de soutien du groupe, des élus autour de moi, de ma famille. Donc, oui, voilà. Un grand moment, donc. Et comment êtes-vous arrivé au Parlement bruxellois? Qui vous a désigné pour remplacer Zoé Genot? Donc, j'étais sur la liste aux dernières élections, forcément. J'étais 20e sur la liste. Et il se fait qu'il y a eu pas mal de changements, des personnes qui ont redirigé leur carrière. Et du coup, quand Zoé a démissionné, j'étais la suppléante suivante. Donc, la première suppléante à être appelée à... Il y en avait déjà eu d'autres. Il y avait déjà eu d'autres remplacements, mais c'est un peu de justesse à 5 mois des élections. Oui, j'avoue que je ne m'y attendais pas tout à fait, mais voilà. Est-ce que ça veut dire que vous serez encore candidate aux élections régionales? Peut-être une bonne place sur la liste écolo? Ce n'est pas encore tout à fait décidé, les places, mais voilà, je serai certainement candidate, en tout cas, peu importe. C'est votre désir, de toute façon? J'ai envie de soutenir la liste écolo et de faire campagne pour écolo et Groen au niveau régional, et donc je le ferai avec plaisir. Très bien. Et vous venez, quand je parlais d'un cabinet néerlandophone, vous êtes dans le cabinet de la mobilité. Oui, donc j'ai travaillé 4 ans pour la ministre Elke van den Brand, donc la ministre de la Mobilité. Et vous la regrettez? Elle vous regrette? Ça a été dur de quitter, oui. C'était une chouette expérience, une chouette ministre, une chouette équipe. Et donc, oui, c'était difficile de partir. Mais je prends ces 6 mois d'expérience au Parlement avec beaucoup de plaisir. Moi, je dirais 5 mois. 5 mois. Ouais, on verra. Peut-être il y aura oui, c'est ça, 3 mois, parce qu'il y a la campagne électorale. Alors justement, vous, Pépin Kennis, certains de vos collègues m'ont dit, j'ai parlé de vous avec eux, ils m'ont dit, c'est un très grand travailleur, mais on a une espèce de running gag, c'est quand il dit qu'il ne peut pas s'exprimer sur un dossier parce que l'Assemblée générale n'a pas eu lieu. Alors c'est vrai que depuis le début, vous êtes un député un peu particulier, parce que vous ne venez pas seul avec votre avis, vous venez avec des gens derrière vous, et donc vous devez toujours regarder derrière vous pour voir ce qu'ils pensent. Alors, maintenant que ça fait 4 ans et demi que vous faites ça, quel est le bilan que vous tirez? Pour moi, ça fut très intéressant d'être dans ce Parlement et de pouvoir vraiment participer aux discussions politiques sur les thématiques identifiées par cette Assemblée citoyenne bruxelloise. Donc, on avait constitué par tirage au sort parmi toutes les Bruxellois, toutes les Bruxelloises dans la région, et qui ont délibéré, eux, sur des sujets tels que le logement, l'énergie, l'emploi, le climat, ou encore une série de textes parlementaires qui ont été déposés. Et donc, effectivement, dès qu'un texte touchait à un de ces sujets-là, je me suis exprimé en leur nom, et j'ai voté pour eux. Voilà. Et si ce n'était pas le cas, j'ai dû m'abstenir. Effectivement, j'ai justifié jusqu'à présent, et je le ferai toujours à chaque fois, l'abstention, en disant que voilà, je n'ai pas le mandat de cette Assemblée citoyenne. Évidemment, ça fait rire de temps en temps les collègues. Est-ce que vous, ça vous a gêné, dans quelques cas, de dire sur ce texte-là, il y aura mon nom marqué à côté abstention? Est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit sur tel texte, j'aurais quand même préféré voter oui ou voter non, mais... Écoutez, évidemment, sur le plan personnel, il y a des éléments, il y a des textes où j'aurais bien aimé participer, où j'aurais bien aimé avoir un mandat pour participer au débat, mais ce n'était pas le cas. Cela dit, je m'imagine bien que même dans la majorité, parfois, on n'a pas envie de voter oui, mais on le doit quand même parce qu'il y a un accord de gouvernement, il y a un accord, un consensus au sein de la majorité, où justement, on n'a pas envie de refuser un texte de l'opposition, qui est quand même bien fait, mais voilà,
la coutume parlementaire ou les relations de force politique veulent que la majorité forme un bloc et donc refuse C'est ou pas accepte... toujours le cas. Hein. Il y a, je pense au vote sur l'abattage Voilà, rituel, où là, il y a une espèce de liberté de vote. Trois exemples Voilà, sur la législature qui font exception, c'est vrai, et l'abattage sans étourdissement en est un bon exemple. Mais sinon, pour le reste des votes, typiquement, c'est quand même souvent le cas. Et pourtant, vous avez décidé, Agora, et vous, de ne pas vous représenter au Parlement bruxellois. C'est correct. Sur le plan personnel, on avait déjà décidé en 2018 qu'une personne ne se représenterait plus comme tête de liste et ferait qu'un mandat. Et récemment, on s'était dit, avec le mouvement Agora, doit-on encore rester dans ce Parlement bruxellois? On s'était dit, en fait, le cœur de notre message, c'est qu'on veut que notre démocratie soit plus inclusive, soit un dialogue inclusif et équitable entre citoyens. Finalement, c'est ça, hein, le droit des citoyens de disposer de la force politique. Et donc, votre réponse est non. Et la réponse, c'était du coup, est-ce qu'on doit passer via ce Parlement bruxellois pour le faire? C'est-à-dire dit, il vaut mieux qu'on se replie sur une forme de mouvement citoyen pour donner une pression, et notamment donner cette pression au niveau fédéral aussi, parce que c'est là finalement que ça dessine les balises. Ça veut dire une liste fédérale ou du lobby Ça veut dire qu'aujourd'hui, fédéral. ce mois-ci encore, on lance une pétition pour ouvrir certains articles de la Constitution qui permettront de mieux impliquer les citoyens dans la prise de décision. Le référendum, par exemple. Par exemple, mais notamment des assemblées citoyennes délibératives, mais contraignantes. Et effectivement, on réfléchit, il y a un groupe au sein d'Agora qui réfléchit à lancer une liste fédérale. C'est-à-dire une liste dans chaque province On ne doit pas déposer des listes dans chaque province ou chaque circonscription fédérale, mais certaines listes pourraient être déposées. Voilà. Et donc ça veut dire que vous ne serez plus sur ces listes, ou bien parce que vous avez été 5 ans au Parlement bruxellois ou En tout cas, je ne ferai pas de mandat parlementaire par après. Voilà qui est clair. Vous allez faire quelque chose, Pépin N'Kenis, après 5 ans de travail au Parlement? J'espère bien. Parce que parfois c'est difficile de retrouver du boulot, et dans la vie de tous les jours c'est difficile. C'est ce qui paraît. Ça ne vous angoisse pas trop? J'ai découvert plein de choses qui se passent dans la région bruxelloise, que ce soit sur le logement abordable, coopératif, sur tout ce qui bouge au niveau de l'aménagement territorial. Au fond, c'est ça qui m'a intéressé avant aussi dans ma carrière avant. Et donc, ça m'intéresserait bien de refaire quelque chose. Vincent Lévien, c'est pas un peu triste? C'est un constat d'échec, finalement, de cette initiative participative j'avais envie de lui à poser Bruxelles. La question, vous arrêtez peut-être parce que vous n'avez pas l'impression que ça a été utile, mais justement, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre application pendant ces années où vous dites, là, j'ai pu faire changer les choses, et ce Parlement, cette action politique qu'on décrit de plus en plus parce qu'elle ne permet pas le mouvement, est-ce qu'elle permet le mouvement, finalement? Parce que comme vous arrêtez, on a l'impression que... Oui, tout à fait. Et donc, je pense qu'on a eu des effets. Effectivement, on a aujourd'hui au Parlement bruxellois, on a des commissions délibératives. C'est une initiative écolo même de la législature précédente, mais aujourd'hui, c'est mis en place. Ça veut dire que des citoyens... Oui, mais c'est pas grâce à vous. C'est pas grâce à vous. Quand même, le vote sur le Vademecum n'avait pas eu lieu si on n'avait pas voté pour. Et donc, mais le but, c'était une voix. C'était une voix. Et ça tenait à une voix. Avec une voix au Parlement, qu'est-ce qu'on peut changer? Et quand même si la politique se joue souvent en dehors des commissions, en dehors de la plénière, au resto, dans des discussions de couloir, et on a essayé de ne pas participer à ça parce que justement on veut être la porte-parole et pas le négociateur au nom d'eux. On a essayé de vous draguer, Pépin N'Kenis? D'autres partis vous ont dit, tiens, si vous nous aidez, on vous aidera. Un peu, mais comme je disais, la logique majorité-opposition est assez forte et donc souvent ils n'avaient pas besoin de nous. C'est ça. Mais voilà, pour répondre à la question du bilan, pour moi, on a quand même mis sur l'agenda politique la démocratie délibérative, la participation citoyenne, même si ce n'est pas nous qui avons déposé le projet tel quel, on a fort travaillé à sa mise en place. Et je pense que sans nous, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui des commissions délibératives au Parlement bruxellois, ni à d'autres niveaux où ça se met en place. Julie Foulon, les deux expériences qu'on a entendues, donc la primo-députée et le néo-député qui ne sera plus député demain, ça vous inspire? Oui, tout à fait. Alors, j'ai bien compris comment vous êtes devenu parlementaire. Donc, en se présentant d'abord sur les listes au tout début. Mais je trouve hyper intéressant ce que vous avez fait. Alors, c'est vrai que la mise à l'échelle, c'est compliqué puisque, voilà, à chaque fois, vous devez aller voir l'Assemblée de citoyens pour demander leur avis. Mais moi, j'ai plutôt des questions un peu pratico-pratiques parce que je ne connaissais absolument pas. C'est vous êtes combien?
comment est-ce que vous décidez les Rapidement, sujets à parce aborder, qu'on va passer à un autre. Mais je trouve ça Peut-être oui, sur le passionnant, nom, je trouve ça c'est peut-être passionnant. intéressant. Il y a combien de personnes derrière vous? Du coup, on a un siège, donc moi je suis le député pour Agora. On a une équipe des assistants parlementaires, on a plein de bénévoles, je dirais, ça dépend beaucoup, mais une trentaine actives, on va dire. Et après, on crée des assemblées citoyennes qui sont tirées au sort parmi la population bruxelloise, via toute une technique de tirage au sort qui est compliquée. Ils sont composés, la première était 89 personnes, comme le Parlement bruxellois. Après, on a réduit la taille pour cause de Covid, de fonctionnalité, on était une quarantaine. Ouais. C'est intéressant, mais c'est vrai que la mise à l'échelle, le fait de monter après peut-être au fédéral ou au régional, moi je comprends aussi le petit couac dans le rouage et qu'à un moment donné, il faut se focaliser autour. On verra ce que ça donnera et on verra s'il y a une liste d'abord et deuxièmement s'il y a un ou des élus. Comment vous réagissez, Laurence Willems, vous c'est vrai que chez Écolo, on est très participatif déjà. Tout à fait, donc, oui. est-ce que l'expérience d'Agora, vous en tirez des conclusions déjà? Est-ce que ça vous inspire en bien ou en mal, ou des choses qu'il faut faire ou ne pas faire? Je pense que oui, comme vous l'avez dit, Écolo a toujours été assez attentif à la participation citoyenne, même en interne du parti, mais aussi comme élu, etc. Donc je comprends les réflexions et je trouve ça plutôt bien. Après, je pense qu'ils ont eu, même en tant que parti politique, vous avez un rôle sans doute aussi de pression sur les décisions. Et c'est pas parce qu'on n'a qu'un élu que parfois on n'a pas de poids. Et je trouve ça aussi plutôt sain de pouvoir se remettre en question. Par exemple, moi, je monte pour quelques mois seulement et certains m'ont dit c'est dangereux après, voilà. Mais je trouve ça sain de se dire, voilà, on monte comme politicien ou politicienne à un moment donné, mais c'est pas tout. Enfin, Écolo aussi compte le carriérisme en politique et de se remettre en question. Voilà, de se remettre en question après un mandat, etc. C'est plutôt sain, je trouve, pour la démocratie et même pour la personne qui est derrière. Voilà, un constat d'échec. Reconnu, mais quand même une vision positive de la part de tout le monde ici sur le plateau. Pépin Kenis, vous pouvez partir avec ça dans votre sac. Génialement, et pour moi, ce ne fut pas un échec tel quel, c'est plutôt une remise en question de est-ce la voie parlementaire, est-ce que c'est la voie par laquelle on va atteindre notre objectif? Parce que pour nous, c'est vraiment être présent dans un parlement, c'est un outil, c'est une voie, c'est pas la finalité d'Agora. Et ça nous différencie quand même des partis politiques qui ont ça finalement comme objectif. Et pour nous, c'est une voie de mettre quelque chose à l'agenda politique, ce qu'on a pu faire, et maintenant, on continuera de le faire. On connaît des partis politiques qui ne veulent pas gouverner. Enfin, il y en a un, notamment à Bruxelles. On connaît très peu de partis politiques qui disent on se retire, on ne veut plus être au Parlement, on ne participe plus aux élections. Chez Écolo, ce n'est pas à l'ordre du jour, ça, non, mais de ça se retirer du Parlement. Il y a eu des discussions au tout début, lors de la création d'Écolo. Qui n'était d'ailleurs pas un parti à l'époque, c'était un mouvement. Qui était aussi un mouvement plutôt citoyen, social. Et donc, la question s'était posée au tout début, est-ce qu'on participe pas, dans quelles conditions et tout. Et donc, c'est des choses qui m'évoquent quelque chose, même si je n'étais pas là c'est historique, la création, mais c'est historique. Et Après, voilà, vraiment très rapidement. Voilà, donc la participation citoyenne, c'est toujours très intéressant, mais c'est aussi nous, les gens qui vivons là, on a besoin aussi de gens avec des compétences aussi pour après mettre en place des mesures. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, on va passer à un autre sujet, c'est le logement à Bruxelles, qui est un problème récurrent lui aussi, on en parle beaucoup dans les experts. Alors, le gouvernement tente d'encadrer à la fois les locations de longue durée, mais aussi les locations courtes, comme les Airbnb, avec un nouveau cadre qui tendra de limiter notamment la professionnalisation des gens qui mettent en location ces logements Airbnb. Parce qu'on a découvert quand même que sur les 11 500 logements mis à disposition d'Airbnb, il y en avait quand même 5 000 qui étaient gérés professionnellement. Donc il y a quand même un problème. C'est plus l'idée un peu collaborative, je te prête une chambre et voilà, parce que je l'ai à disposition, mais carrément, on achète des biens pour pouvoir les utiliser pour Airbnb. Alors, est-ce que Airbnb, je vais commencer peut-être par Pépin Kenis, puisque le logement est un sujet que vous suivez particulièrement. Est-ce qu'il faut faire la guerre à des sociétés comme Airbnb qui ont quand même fait développer un nouveau style de logement à Bruxelles? Il faut surtout protéger le droit au logement. Et ça, c'est le plus important. Il faut savoir qu'entre les 11 500 logements que vous avez identifiés, on estime qu'il y a 90% qui ne sont pas en règle avec la réglementation en vigueur aujourd'hui. C'est quand même étonnant. On met en place une réglementation qui dit qu'on doit répondre à des exigences au niveau de sécurité incendie, mais notamment au niveau de l'urbanisme, parce qu'on ne peut pas avoir un séjour touristique, un hébergement touristique, un hôtel non plus, dans un bâtiment qui est classé comme logement.
Et c'est ça finalement le problème. On a des logements qui vont disparaître parce que c'est transformé en hébergement touristique. Notamment au Pentagone, il y a un réel impact du phénomène. Il y a un manque de logements finalement pour les habitants. Et finalement, tous les logements qui sont transformés en Airbnb, ils sont enlevés du marché et donc il y en a moins de disponibles qui deviennent du coup plus chers pour les Bruxellois et les Bruxelloises qui cherchent à se loger, ce qui est déjà un problème. Et en plus, ça fait des difficultés pour les hôtels, puisque eux perdent une clientèle. Et donc, l'Assemblée citoyenne a effectivement parlé notamment de ça, notamment d'Airbnb, en disant il faut encadrer ce phénomène, il faut faire en sorte que des logements ne s'enlèvent plus du marché, il faut l'encadrer notamment via des contrôles plus proactifs, via des outils fiscaux éventuellement, bon, ça appartient plutôt au fédéral, mais il faut vraiment régler ce problème. Et donc aujourd'hui, le gouvernement vient avec une proposition qui est certes dans le même sens, et il faudra voir dans l'application... Vous allez la voter ? Écoutez, on en a discuté au Parlement en commission et le ministre-président a répondu à certaines de mes questions. Je dois encore bien analyser le rapport parce qu'il ne m'a pas pu me convaincre au niveau des contrôles notamment que donc ça vous va n'êtes pas encore sûr de la voter. Je vais bien analyser ses réponses. Alors Laurence Willems, justement, le gouvernement, puisque vous êtes dans la majorité, a établi un encadrement supplémentaire, on va dire, puisque la réglementation actuelle n'allait sans doute pas assez loin. Alors c'est sur quelle problématique précise que vous voulez mieux encadrer les Airbnb ? Mais donc, comme vous l'avez dit, il y avait déjà une réglementation qui existait et donc elle a été mise à jour parce qu'elle datait d'il y a 10 ans, je pense. Et donc, je pense que le secteur a quand même évolué vachement à Bruxelles ces 10 dernières années et il y avait, je pense, un peu une zone de non-droit et un développement trop fort. Et donc, je pense que le texte, l'ordonnance est bien. Elle permet de simplifier les procédures, de cadrer beaucoup plus ce secteur pour l'image de Bruxelles, pour les touristes qui viennent, notamment pour la question de sécurité des logements, mais surtout pour les Bruxellois. Et donc là, je partage tout à fait ce focus-là. C'est pour les Bruxellois et surtout les Bruxellois qui louent. Donc on sait qu'il y a plus de 60% de locataires à Bruxelles. Et donc c'est cette partie-là de la population qu'il faut protéger pour éviter les spéculations sur des biens, les modifications de maisons de maître qui sont divisées, etc. Juste pour ne pas mal comprendre ce que vous avez dit, c'est les 60% de locataires qu'il faut protéger. Il ne faut pas protéger les 40% de propriétaires. Si, mais ici, le secteur Airbnb prend du de la place sur le marché locatif. Voilà, du marché locatif à des personnes qui ont déjà du mal à se loger et à trouver des biens, des loyers abordables dans certains quartiers. Et, donc, il faut les touristes qui se plaignent, par exemple, de ne pas pouvoir trouver un logement pas cher, parce que les hôtels sont quand même assez chers. Je pense même aux Jeux Olympiques à Paris, là où ça explose dans tous les sens. Mais voilà, ce n'est pas toujours facile pour eux non plus. Vincent Liévin, vous aviez une remarque ? Et aussi pour les étudiants, parce qu'on sait que le logement est de plus en plus cher pour les étudiants sur Bruxelles. Il y a évidemment les universités, mais il y a des hautes écoles. Et c'est des places qui ne sont pas disponibles pour eux. Et cet encadrement est indispensable. Julie Foulon. Oui, l'encadrement, il était fait depuis longtemps. Je crois que c'était 120 jours par an maximum. Ça concernait la résidence principale, si je ne m'abuse. Mais c'est vrai qu'on le voit, Airbnb a complètement changé par rapport au tout début, où finalement on mettait une chambre à disposition. Et maintenant, on le voit bien, quand on voyage, si on loue un Airbnb, on est rarement chez l'habitant. On a une maison qui est complètement vide, avec des fleurs en plastique. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'on le voit. Est-ce que c'est la fin d'Airbnb, ces encadrements un peu partout dans toutes les capitales en tout cas, on le voit par exemple à Paris, on avait vu sur l'île de la Cité notamment, où c'était des immeubles entiers de Airbnb. Ça pose quand même des problèmes, des gens qui viennent à 15 ou à 10 dans ces logements et qui font la fête jusqu'à pas d'heure ou qui les rendent dans des états c'est ça qui c'est vrai que dans les copropriétés, beaucoup de gens s'en plaignent. Oui, tout à fait. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut cadrer. Certains quartiers où il y a déjà une pression super forte par rapport à l'offre de logement, si on commence à spéculer sur ces quartiers et en faire que des Airbnb, c'est pas bien pour l'offre en logement, mais ce n'est pas bien non plus pour les gens qui vivent là et les riverains qui du coup subissent des nuisances sonores, etc. Et aussi pour la qualité de vie dans le quartier. C'est quand l'idée, c'est de favoriser celui qui a une habitation principale et qui peut louer un appartement, etc., mais de ne pas en faire des buildings entiers qui sont sous-loués par petite unité. Pour en faire le contrôle, il faut aussi pouvoir disposer des données, et c'est là où notamment ça coince un peu, mais au niveau européen, normalement, encore en février, on votera une législation qui obligera des plateformes telles qu'Airbnb de communiquer avec les pouvoirs locaux, notamment les adresses des plateformes, parce que c'est là où il y a une impossibilité même de contrôle si on ne connaît pas les adresses. Et pour répondre à la question, pour moi, oui, il faut faire la ville pour et avec les Bruxellois et les Bruxelloises. Tout d'abord,
Après, ça ne dit pas qu'il n'y a pas de place pour des touristes. Évidemment, il faut avoir de la place pour le tourisme et pour les touristes aussi. Mais si cela veut dire qu'on ne peut pas loger dignement des Bruxellois, des Bruxelloises, il y a quand même un gros problème. Mais de toute manière, on voit bien le changement de business model, parce qu'on peut très bien avoir une grande maison ou un appartement, mettre des chambres à disposition. C'était chouette parce qu'au début, ça favorisait les rencontres finalement entre les Bruxellois et peut-être et puis des personnes d'autres pays et tout. Mais après, il ne faut pas que ça fasse non plus concurrence aux hôteliers. C'est ça. Voilà. Eh bien, je vais vous proposer de passer à nos têtes d'affiche. Ce sont des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Je vous demanderai à chacun et à chacune d'en choisir un ou une et de commenter votre choix en bien ou en mal. Et on commence par vous, Laurence Willemse. Je vous propose ces 4 stars de la semaine. Tout d'abord, Florence Mendez, l'humoriste bruxelloise qui lutte contre les harceleurs et les violeurs dans le monde du stand-up. Lotte Kopecky, c'est une championne cycliste belge, médaillée d'or un peu partout. Marie-Françoise Beauvroul, désignée adjointe du vicaire épiscopal. C'était une grosse info. Et Marc Isaïe, grand spécialiste de rock, interdit de spectacle depuis qu'il a annoncé qu'il se présentait aux élections pour l'EMR. Alors, de qui voulez-vous parler? De Florence, de Lotte, de Marie-Françoise ou de Marc? Je vais prendre Lotte Kopecky. Oui. Parce que depuis le Covid, je me suis mise au vélo de course. Ah, oh là là, on a une championne. Non, loin de là, mais du coup, oui, je suis impressionnée parce que c'est un sport qui était plutôt masculin avec le Tour de France. On ne voyait que le Tour de France masculin. Depuis quelques temps, depuis 1 an ou 2, maintenant on voit, et il y a beaucoup de plus de pression médiatique. Il y a longtemps que les femmes font du cyclisme aussi, on ne les voyait pas. Oui. Et donc j'ai été voir avec mes filles le Tour de France féminin l'année passée. Et donc je suis aussi fière qu'il y ait des championnes sportives dans ces disciplines-là en Belgique. Et ça inspire vos filles, vous croyez? Tout à fait, tout à fait. J'ai des pressions pour acheter des vélos de course pour enfants maintenant. Vous verrez, il y a peut-être d'autres sports avec Pépin, on va en parler, qui peut-être les attireront aussi. Je vous propose 4 autres personnalités, Pépin Kennis. Tout d'abord, Nina Pinzarone est la bruxelloise, médaille de bronze au championnat d'Europe de patinage. Lucen de Yakuza, la chanteuse qui a révélé être atteinte de sclérose en plaques. Lisette Malesa, désignée poétesse Bruxelles 2030, ou Donald Trump, arrivé en tête des Républicains en Iowa cette semaine. Iowa. Alors, qui vous choisissez? Nina, Luce, Lisette ou Donald? Quand même Lisette alors. Oui. Donc Lisette Malesa, qui est plutôt néerlandophone, mais qui nous a fait un slam en français extraordinaire sur BX1 cette semaine. Donc elle était désignée poétesse pour Bruxelles 2030. La première, c'est une première. Je pense qu'il y a une... notamment en Anvers, on a une histoire de poète de la ville qui a mal tourné d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ils se sentaient censurés. Ils étaient 2, je pense, et ils ont donné leur préavis collectivement, finalement, pour dénoncer ça. On espère que ça n'arrivera pas avec Lisette. Ici, voilà. Mais je souhaite vraiment que du bien à Lisette pour ce mandat qui est innovatrice et qui est intéressant. Et qui, voilà. Elle devra faire 19 poèmes, un par commune, bien sûr. Et alors, il y a aussi un poète national qui change là pour l'instant en janvier. C'est justement, je crois, Lisette Lombé qui le devient. Donc, poète national au niveau belge. Et là, c'est une alternance de francophones et de néerlandophones. Alors, 5 infos qui vous ont peut-être ravi ou énervé. Tout d'abord... je poserai la question aux deux. On ne lira plus, on lit. On lit, c'est une maison d'édition bruxelloise qui disparaît. Les otages israéliens depuis 100 jours dont on n'a toujours pas de nouvelles. Herman de Croo et le roi qui ont été à Davos. Des 6 millions de dépenses sur les réseaux sociaux, 6 millions de dépenses des partis politiques, ou la grève surprise des pilotes Brussels Airlines. Pépin Kennis, est-ce qu'il y a une info dont vous voudriez nous parler, qui vous a particulièrement énervé ou qui vous ravit? Les 6 millions dépensés sur les réseaux, c'est quand même ce qui m'a énervé. Ça vous énerve, ça? Oui, je pense que c'est incroyable. Tout le monde se rend compte qu'il y a une fossé énorme entre les citoyens et les politiques. Et donc, comment on va le résoudre? En pompant de l'argent en masse dans les réseaux sociaux pour soi-disant atteindre les citoyens. Je pense pas que c'est comme ça que la politique devrait fonctionner ou que c'est ça une démocratie. C'est pourtant ce que disent le Vlaams Belang, la NVA et le PTB. Côté francophone, c'est le PTB qui est en tête. Ils disent que c'est le seul moyen pour eux d'atteindre leur public, parce que c'est difficile avec les médias habituels. Dès qu'on met en place des assemblées citoyennes contraignantes à tout niveau, on aura des bons moyens à discuter avec nos citoyens. Alors, et vous, une autre info qui vous aurait ravi ou énervé?
Plutôt attristé, c'est on ne lira plus, on lit. Donc oui, la maison d'édition. La maison d'édition. Parce que je pense que les petits commerces dans les quartiers, etc., c'est vraiment quelque chose d'important. D'ailleurs, Ascarbé, qui est justement une librairie qui vient d'ouvrir. Et donc, c'est plutôt une bonne chose, mais du coup, c'est triste que d'autres ferment. Mais ici, c'est pas une librairie, hein, c'est carrément un éditeur. Donc, il y a vraiment un malaise au niveau de l'édition belge, francophone. Il n'y a plus que des tout petits éditeurs et qui n'arrivent pas à survivre malgré les aides. Ils estiment que les aides ne sont pas suffisantes. Est-ce qu'il y a parmi les infos une petite réaction de l'un ou de l'autre, Vincent ou Julie ? Dans la réflexion des maisons d'édition, à la région de Charleroi, il y avait aussi les éditions Kennes qui avaient été mises en difficulté ces derniers mois. Mais ils sont toujours là. Et ils sont toujours là, mais donc c'est vrai qu'on sent que le secteur est en difficulté. Exactement. Oui, et puis moi, c'était où je réagissais par rapport aux publicités sur les réseaux sociaux des partis. Oui. C'est vrai que, par exemple, le PTB, on le voit bien, ils sont excellents. Ils mettent énormément d'argent. Ils sont excellents, c'est un jugement de valeur ou excellent sur les réseaux sociaux? En termes d'efficacité, plutôt, pardon, je me suis mal exprimée. Mais c'est intéressant de voir qu'ils vont plutôt mettre de l'argent sur les personnes, en fait, plutôt que de mettre de l'argent plutôt sur le message de fond. Ils sont très forts aussi sur TikTok pour toucher les jeunes. Hein. Donc ça, c'est et pour mettre des extraits d'intervention, notamment à la chambre de Raoul et Debout. Alors, une nouvelle petite rubrique pour vous deux. Ça s'appelle « Ou oui ou non ». Donc, c'est pas ni oui ni non, hein, qui est un jeu habituel. Là, vous devez dire soit oui, soit non. D'abord, faire entrer la région dans le capital de Vivaquois, à la place des communes ou avec les communes. Laurence Willemse. Oui, avec les communes, oui. Oui, ensemble. Donc, ensemble, oui. Et vous, là-dessus, est-ce que vous trouvez que c'est important ? Ou vous allez dire je ne sais pas? Comme je n'ai pas le mandat d'assemblée, je devrais dire je m'abstiens, mais je ne peux pas, donc à titre personnel, je dirais oui. Alors, fusionner les zones de police bruxelloises, Pépin Kennis, est-ce que ce serait une bonne idée? Pas mal de partis flamands dans le collège néerlandophone trouvent que ce serait une bonne idée. Oui, j'aurais la même réponse. Donc c'est oui. À titre personnel. À titre personnel. Et vous, Laurence Willemse? Oui, je vais aussi dire à titre personnel. Après, c'est un peu comme les communes et la région. Je trouve que c'est important d'avoir des niveaux de pouvoir décentralisés, donc les zones de police. Mais après, il faut aussi les rationaliser. Et donc la réponse, c'est quoi? C'est plutôt les fusionner ou plutôt pas les fusionner? Oui, à titre purement personnel, je dirais plutôt oui. Ah oui, à titre personnel, je comprends, parce que votre parti, lui, c'est non. Hein. Et fusionner les 19 communes, donc la région, Laurence Willemse? Je dirais non. Mais je peux expliquer pourquoi. Oui, bien sûr, allez-y. Mais parce que je trouve que le niveau local, le niveau de pouvoir local a vraiment une importance de proximité avec les citoyens, de connaissance du terrain, etc. Donc je pense que les communes ont un rôle à jouer et un pouvoir. Maintenant, pour la réflexion de la redistribution de certaines compétences et d'efficacité entre les différents niveaux de pouvoir. On peut améliorer. Ça, voilà, oui. Et vous, fusionnez les 19 communes, Pépin Kennis? Non, pas juste comme ça. Et du coup, je suis d'accord avec qu'il faut repenser la structure. Et j'ai d'ailleurs proposé au Parlement bruxellois qu'on tienne des commissions délibératives sur le sujet, qu'on implique des Bruxellois, des Bruxelloises dans la discussion. Comment veut-on notre région? Ce que m'ont répondu les chefs de groupe et donc les partis politiques. Non, on ne va pas faire ça, on n'est pas encore prêt, on ne sait pas encore nous-mêmes ce qui est notre positionnement. Et donc on ne va surtout pas consulter les citoyens parce que voilà, c'est trop dangereux. Mais justement, est-ce qu'il faut diminuer le nombre de députés bruxellois? Vous qui, pendant 4 ans et demi, vous avez vu cette assemblée avec ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Et est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop ou trop peu? Je pense que le Parlement pourrait être aussi efficace qu'aujourd'hui avec moins de députés. C'est vrai qu'il y en a qu'on voit tout le temps et qu'il y en a qu'on voit rarement. Bon, après, ça devient le problème entre néerlandophones et francophones. C'est ça aussi, c'est tout un équilibre historique même qui a été trouvé avec le collège électoral néerlandophone, francophone, 17 sièges sur... Il faut continuer pour vous, ça? Ou il faut arrêter ça? Il faudrait mettre tout le monde ensemble? De nouveau, ce serait Bruxellois, Bruxelloises d'en discuter. J'aimerais bien vraiment avoir ces débats institutionnels, mais pas que entre chefs de parti, présidents de parti, dans des huis clos, dans des restos, mais un vrai débat public sur le sujet. Les restos, ça vous obsède? Non, mais c'est vrai que la politique, ça se joue souvent en dehors du sphère publique. Et d'une part, c'est bien parce que ça permet de parler franchement. Et d'autre part, c'est quand même pas transparent du tout et c'est pas toujours sain pour le débat public. On vous a invité combien de fois au restaurant en 5 ans? Pas énormément. C'est peut-être ça. C'est peut-être la jalousie. Laurence Willemse, peut-être votre avis aussi sur le nombre de députés. Vous venez d'arriver. Est-ce que vous trouvez que
le nombre permet, notamment pour Écolo, qui a pas mal de députés, d'aller dans toutes les commissions, etc. Parce que c'est parfois l'argument qu'on dit, quand on est trop petit, on ne peut pas aller dans toutes les commissions. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de députés ou pas assez ? Oui, je pense qu'il y a assez de députés. Après, effectivement, il faut l'équilibre néerlandophone-francophone. On pourrait diminuer. On pourrait diminuer, avoir une réflexion sur une région bilingue à part entière, sans qu'il y ait ces quotas basés sur la langue, etc. Maintenant, effectivement, je me rends compte en une semaine que j'ai déjà fait 3 commissions, qu'il faut se plonger dans les dossiers, etc. Et donc, je me dis, voilà, parfois, c'est intéressant d'être plusieurs pour pouvoir se spécialiser dans certaines compétences. Mais pour ça, il faut beaucoup d'élus aussi. Oui, c'est pour ça que... Alors, le plan Bruxelles numérique, il y a eu une adoption vendredi au Parlement bruxellois. Le débat fut long et âpre, même au sein de la majorité. Ce n'était pas toujours facile. Stéphane Van Den Ede de l'association Lire et Écrire a tenu à préciser un peu les demandes des associations en matière de fracture numérique. Et c'était dans l'émission Versus, mercredi, avec Michel Gaillard. Et il était face au ministre Bernard Clairfailly. Plus de la moitié des Bruxellois sont en vulnérabilité devant le numérique. Ça ne veut pas dire que plus de la moitié sont incapables, mais en tout cas sont sujets à des difficultés, soit d'ordre, ils n'ont pas envie d'utiliser le numérique, soit ils n'ont pas les capacités, les compétences, soit ils sont analphabètes, c'est un public que l'on connaît bien, soit ce sont des personnes migrantes, soit ce sont des personnes âgées, soit ce sont des personnes qui ont perdu les compétences numériques. Donc ça représente quand même une grosse partie de la population. Le deuxième élément, c'est qu'on se rend compte que une bonne partie du temps de travail des assistants sociaux et des travailleurs de première ligne sont accaparés par la question du numérique. Et donc, à Schaerbeek, une commune que vous connaissez bien, on a calculé que les travailleurs de première ligne consacraient 1/3 de leur temps à aider les personnes à accomplir leurs démarches administratives en ligne. Ils ne sont pas formés pour ça, ils ne sont pas payés pour ça, mais ils le font parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une détresse sociale qui est générée par le numérique quand il est trop... Alors à côté de ça, on dit qu'il y a un accompagnement numérique. Mais l'autre chiffre dont je voulais vous parler, c'est qu'il existe des EPN, donc des espaces publics numériques, qui peuvent donner l'utilisation, les compétences, l'assistance, mais sur l'ensemble de la région bruxelloise, c'est 10 équivalents de temps plein pour, je le rappelle, 300 à 400 000 personnes qui sont en difficulté face au numérique. Donc par rapport à tout ça, nous, on a voulu défendre le principe de l'humain d'abord, c'est-à-dire du numérique pour ceux qui le souhaitent, mais qu'il soit inscrit dans cette ordonnance de façon très claire, non ambiguë, non évitable, non contournable, le fait qu'il y ait de toute façon du guichet, du service téléphonique et du service postal. Alors Laurence Willemse, c'était votre premier vote, ça Oui, tout à fait. Ah oui, donc ça c'était important. Alors vous avez peut-être pas eu le temps de tout creuser, etc. Mais quand vous entendez les critiques de Stéphane Van Den Ede, qui sont quand même assez pertinentes, est-ce que vous pensez que le texte que vous avez voté y répond ? Mais je pense que le texte a fait l'objet de longues discussions pendant plusieurs mois, notamment au sein du Parlement, mais aussi avec des associations qui ont été invitées. Et apparemment, l'objectif, c'est de moderniser, de simplifier, parce qu'on parle de fracture numérique et de soucis avec l'informatique, mais il y a aussi un besoin de simplification des démarches administratives en soi. De toute manière. Voilà, parce que même sur papier, parfois, c'est très compliqué, donc je pense qu'il faut une aide, en fait, pour l'outil et pour les démarches en soi. Mais donc les balises vraiment qu'Écolo a soutenues et qui venaient du monde associatif entre autres, c'était de pouvoir garantir un vrai service au public et donc de s'adresser à tout le public, peu importe l'outil qui soit derrière. Et, peu importe la manière, effectivement. Peu importe la manière, effectivement. Oui. Et donc d'être attentif au public qui sont soit en fracture numérique, soit parfois même en déficience visuelle, etc. Et donc d'avoir des outils qui soient vraiment accessibles, soit en numérique et donc de répondre aussi à certains critères d'accessibilité, soit garder un accompagnement et un contact soit au guichet physique, soit vis-à-vis du public via téléphone, etc. Pépin Kennis, vous avez suivi ce dossier de près. Alors, est-ce que le texte qui était voté, d'abord, qu'est-ce que vous avez voté vous ? Moi, j'ai voté contre, finalement, parce que je ne pense pas que les balises qui ont été mises par le gouvernement répondent à ces enjeux, et je comprends bien ce que tu dis finalement, et c'est ce qu'on revendique aussi, c'est qu'il y ait l'humain d'abord, comme revendique Lire et Écrire. Je vais vous lire l'amendement que donc le gouvernement a fait après les auditions pour lesquelles on a dû insister. À minima, les autorités publiques doivent prévoir pour les usagers un accueil physique, un service téléphonique et un contact par voie postale. Ça, c'est parfait. Sauf, des mesures alternatives peuvent être mises en place. Pour autant qu'elles garantissent à l'usager concerné un niveau de service au minimum équivalent aux mesures précitées.
Mais donc cette deuxième phrase, ça rouvre complètement... Mais ça peut être quoi, des mesures alternatives? Justement, ça veut dire, je ne sais pas, au lieu d'avoir un guichet physique, on met en place quelque chose d'alternatif, on peut appeler peut-être quelqu'un pour qu'il vienne, en Zoom. Ou en distanciel, on ne sait pas. On ne sait pas, et ça doit être une qualité équivalente, mais sans des réelles balises. Et donc, voilà. Vous trouvez que c'est trop dangereux, ça? Je crains qu'il y ait un vrai enjeu pour la moitié des Bruxellois, des Bruxelloises qui sont en fracture numérique. Ouais. Je pense à mes parents, je pense à plein de gens qui ne savent pas lire ni écrire, je pense à des gens qui effectivement doivent se rendre à des espaces numériques publics sans accompagnement, et donc je rejoins complètement les propos de l'IRECRI. Alors l'avantage de la télé, où on passe là, c'est que vos parents peuvent vous regarder. Hein. Alors Julie Foulon, vous êtes une spécialiste du numérique, vous faites de la formation tous les jours en la matière. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Est-ce qu'il va assez loin d'abord? Alors moi je suis un peu inquiète par rapport justement au niveau de compétence de la population. C'est 47% de la population belge dans son ensemble qui est en situation de fracture numérique, c'est-à-dire qui n'est pas autonome par rapport à ces nouvelles technologies et à ces outils. Donc c'est-à-dire, il faut former massivement. La plupart donc de ces personnes-là, se connecter à une application, c'est compliqué. Alors après, il y a toutes les applications finalement de la simplification administrative. On a parlé d'accessibilité, mais aussi il faut savoir que 80% de l'accès à Internet en Belgique se fait par le smartphone. Donc, c'est-à-dire que toutes ces applications doivent aussi être responsives, c'est-à-dire qu'elles doivent s'adapter à tous les supports. C'est pas toujours le cas. Et ce qui n'est pas toujours le cas. En plus de ça, on sait qu'on a 15% de la population, entre 10 et 15% de la population qui est en situation aussi de handicap, donc qui ne voit pas forcément très bien. Donc, si on a une application où on a un menu et la personne qui est malvoyante n'arrive pas à appuyer sur un bouton et puis à marquer bouton 1, il entend bouton 1, bouton 2, bouton 3, on n'est pas avancé. Ou pour les dates aussi, c'est compliqué, etc. Et donc, en fait, on a différents niveaux, finalement, d'expertise qui rendent, en fait, l'accessibilité à tous ces services compliqué. Mais le premier point, c'est surtout la formation. Moi, je le vois bien. Oui, mais c'est important de faire un plan pour que, justement, on améliore quand même ce qui existe aujourd'hui. Tout à fait. Mais il faut vraiment améliorer, sur la formation, sur aussi l'architecture logicielle ou des applications, la manière dont elles sont conçues, pour qu'elles soient le plus accessibles possible. Il y a des associations qui sont formidables sur Bruxelles, comme AnySurfer, qui font énormément de lobby dans ce sens, pour que les développeurs puissent mettre en place des choses qui permettent à répondre à tous les types de personnes et que ce soit accessible à tous. C'est ça, il faut en sorte que tous les sites web et les applications soient accessibles. Voilà, pour les daltoniens, pour problèmes de contraste, par exemple, et puis surtout que ce soit responsive. Mais alors, c'est vrai responsive, ça veut dire que qui s'adapte à la taille de votre appareil. Hein. Mais d'une manière générale, même après, en dehors de tous ces cas, même nous, à un moment donné, on a toujours besoin d'avoir un contact sur des cas particuliers. Donc il faut faire il faut faire quand même assez attention au tout numérique. Il faut aussi prendre en compte garder le contact physique d'une manière ou d'une autre. Et puis il faut être en contact aussi avec la population. Et quand on a 47% de la population qui est en fracture numérique, faire attention. Vincent Liévin. Moi, je suis très inquiet par rapport à la fracture numérique parce que je crois qu'elle favorise le vote des extrêmes. Et donc, démocratiquement, je crois qu'il faut vraiment accompagner le plus possible les gens qui sont en fracture numérique pour qu'ils restent en contact avec les citoyens, avec les communes, afin d'éviter justement que les gens se sentent exclus. Alors, je voulais aborder un dernier point avec vous. C'est un peu étonnant ce qui s'est passé à Watermal-Boisfort ces derniers jours. C'était une commune qui était plutôt renommée comme une commune paisible, calme, avec un bourgmestre écolo, plutôt bonhomme. Hein. Depuis la fin de l'année dernière, les incidents s'y multiplient, du vandalisme, des cocktails Molotov contre un commissariat de police et des voitures de police incendiées, et puis une friterie toute simple qui a été vandalisée à 2 reprises. Reportage Romain Van de Neuvel, Charles Carpro et Manu Capio. Le tram de Boisfort brisé, brûlé, dégradé. Cette institution, âgée de 10 ans, a été vandalisée pour la 2e fois lundi soir. La première, c'était le soir du Nouvel An. Les dégâts sont considérables. On sait qu'on ne va plus pouvoir ouvrir avant un long moment, qu'il va y avoir énormément de travaux, qu'on a toute une équipe qui a travaillé ici, qui va se retrouver sans travail parce qu'on a des clients qui nous soutiennent énormément, ça nous fait plaisir. Mais voilà, en tout cas, là, le coup est très très dur. C'est un vrai coup de massue et ça va être très difficile de s'en remettre. Sur ces images, un cocktail Molotov est envoyé sur une voiture de police. La scène a eu lieu vendredi passé ici, au commissariat Tritoma à Watermal-Boisfort.
En tout, 5 actes de vandalisme ont eu lieu en 17 jours dans la commune. Des actes qui ne sont pas anodins selon ce jeune. La vérité, ici, on n'a pas vraiment la haine contre les commerçants. Le tram des frites est un tram très réputé. On y va manger beaucoup, très souvent. Les gens du quartier aiment beaucoup le tram des frites. Et la maison de jeunes qui vient d'être attaquée hier soir, ça, je ne comprends pas du tout. Mais par contre, l'acte du commissariat de police, ça, je ne vais pas dire que je tolère, hein, pas non plus. C'est aussi une agression, c'est totalement intolérable. Mais par contre, je comprends que les jeunes ont un peu des sauts d'humeur parce que les violences policières sont à répétition dans cette commune. Une réponse à des violences policières dont le bourgmestre se défend. Je n'ai aucune plainte officielle de violences policières. S'il y a des violences policières, à ce moment-là, il faut porter plainte. Cette plainte me parvient et une enquête interne sera conduite. Les violences policières sont inacceptables, mais il faut qu'elles existent aussi. Hein. Pour pallier ce climat d'insécurité, des caméras de surveillance seront disposées à plusieurs endroits de la commune, près du tram et du commissariat. Alors moi, ce qui m'a frappé, Laurence Willemseux, c'est les caméras. Parce que souvent, Écolo était contre les caméras. Et là, c'est un bourgmestre écolo, il dit que pendant 3 mois, il va vérifier ce qui se passe pour voir un peu ce qui se passe. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Comment vous avez vécu ce qui s'est passé vous aussi, vous êtes de Scarbeck, oui. Donc vous n'êtes pas de Watermal. Mais ça vous a surpris aussi, vous, la situation là-bas? Oui, c'est un peu triste que ça fasse sourire qu'à Watermal. Oui. Mais après, non, c'est plutôt triste. Et donc, je pense qu'il faut de toute façon condamner, ça c'est sûr, ce genre de fait. Parce que c'est pas juste des petites violences de quartier, c'est vraiment le jet de cocktail Molotov envers la police ou envers le secteur de l'Horeca. Je trouve ça vraiment regrettable et condamnable. Maintenant, surtout qu'il faut entendre ces citoyens qui sont visiblement quand même frustrés, déçus, qui se sentent pas entendus. Mais d'après le bourgmestre lui-même, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas de quoi, puisqu'il n'y a pas de plaintes qui sont arrivées à son niveau. C'est ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Après, on sait aussi que porter plainte, c'est pas toujours facile. Donc, je pense qu'il faut sans doute analyser les demandes et ce qu'il y a là derrière et sans doute renforcer. C'est vrai que l'écolo n'est pas forcément pour les caméras de surveillance à tous les coins de rue. Je ne pense pas que ce soit la solution à tout. Ici, c'est une demande de la zone de police aussi que ce soit ponctuellement placé pour 3 mois. Voilà, si ça donc peut vous rassurer. Soutenez ça? Je pense que le bourgmestre connaît bien le terrain et donc s'il le propose en accord avec la zone de police, voilà, ça peut être une solution ponctuelle, mais je pense que la réponse plus structurelle, c'est plutôt des présences de terrain, d'agents de quartier, des gens qui connaissent, de dialogue et des gens qui connaissent leur quartier plus que de caméras. Voilà. Et vous, Pépin Kennis, comment vous jugez la gestion de cette affaire? Un avis particulier là-dessus? Pas très particulier. Moi, j'habite Laeken, donc j'habite vraiment l'autre bout de la ville. Je connais un peu Watermal-Boisfort il y a très longtemps. Mais ça m'étonne aussi que ça se passe jusque-là. Et si j'entends que ça pourrait être en lien avec des violences policières, je pense que là, il y a quand même quelque chose qu'il faut réellement adresser, c'est la relation notamment entre la police et les jeunes dans la région. On a même voté une résolution au Parlement bruxellois qui demande justement avoir plus de dialogue. Et ça renvoie quelque part aussi au contrôle démocratique sur nos zones de police. On parlait tout à l'heure de fusion ou non. Je pense aujourd'hui, il y a 6 zones de police avec des conseils de police qui sont composés par les différents conseils communaux, etc. C'est un peu complexe et pas très clair, pas très démocratiquement transparent. Et donc, je pense que là, il y a quand même du travail. Vincent, vous vouliez intervenir. Qu'il y ait des violences policières ou pas, ça, c'est le bourgmestre qui le verra avec ses policiers. Mais avant tout, pourquoi s'attaquer de nouveau à des commerçants qui font leur travail au quotidien? C'est normal qu'on s'attaque au commissariat de police, mais moins... Non, pas du tout, mais d'abord la friterie. Le commerçant... Non, mais avant tout, le commerce, lui... Parce qu'on parle de violences policières, mais la friterie... Aucun cas de figure, elle n'est intervenue. Je ne sais pas si ces frites sont bonnes. Voilà, moi non plus, je ne sais pas. Mais je ne dis pas que c'est normal de s'attaquer au commissariat de police, pas du tout. Mais je dis de nouveau, pourquoi s'attaquer à des gens qui ont un travail quotidien? Moi, si je suis pareil, je rejoins Vincent, c'est gratuit au final. Et puis, on détruit un outil de production, quoi. Donc, les dommages sont là. Il perd son travail tout de suite. On termine l'émission avec les coups de cœur. Vincent, vous vouliez nous parler d'une BD sérieuse. Oui, vous savez, je milite pour l'accès
au codage et aux maths pour les filles et les femmes. Et j'ai lu récemment l'incroyable histoire des sciences de Cédric Villani, un Français bien connu et scientifique qui a fait de la politique aussi. Et Philippe Bercovici. Et c'est une BD. Et donc, plus que jamais, donnons accès, que ce soit par les livres ou par les écrans, modérément, n'est-ce pas, donnons accès aux femmes et aux filles, aux maths et au codage. Oui. Julie Foulon, ça tombe bien. Hein. Voilà. Vous faites ça. Je suis ravie. Je pense que je vais l'acheter aussi. Je trouve que c'est très bien. Mais sinon, vous vouliez nous parler de toute autre chose. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai 2 coups de cœur, en fait, au final. Donc il y a l'Avare de Molière au Théâtre Le Public. Il faut aller le voir. C'est Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Tout le monde peut y aller. C'est accessible. On peut aller en famille. On peut aller en famille. Voilà. Molière, c'est toujours... faut toujours y aller. C'est une bonne... c'est un bon coup de cœur, quoi, j'ai envie de dire. Le deuxième, c'est la Brafa. Donc à partir du 28 janvier jusqu'au 4 février. Alors, je sais que parfois, ça peut faire peur. C'est une foire quand même internationale qui est de renommée autour vraiment des œuvres d'art. Parfois, on se dit, oui, mais moi, j'ai zéro culture en termes de culture générale, enfin, dans l'art. Mais il faut y aller quand même parce que c'est toujours très personnel, c'est très subjectif. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et on voit des belles choses. Et c'est comme ça qu'on commence et c'est comme ça qu'on se forge. On n'est pas obligé d'acheter, c'est ça que vous voulez dire. Moi, je pense que là, oui, c'est un peu compliqué. Mais tiens, tant que vous êtes là, vous qui êtes dans le numérique, avec les femmes, mais aussi avec les enfants dans certains cas, en France, on pense mieux réguler les écrans. Est-ce que réguler les écrans, c'est une bonne idée pour les enfants ? Moi, je pense que mon père, il me disait toujours que c'est la dose qui fait le poison. Et je pense qu'il faut avoir une approche raisonnée par rapport à tout ça et pas être toujours dans l'excès de dire oui, les jeux vidéo, par exemple, c'est le mal absolu. Non, on peut faire des jeux vidéo ludiques. L'important, c'est surtout de participer, je pense, avec ses enfants et puis de conserver le dialogue et de faire des choses. Et puis surtout montrer de le bon varier les activités. exemple aussi, peut-être. Voilà. Parce que parfois, il y a des parents qui sont plus accros à l'écran que leur enfant. Et puis varier les plaisirs, surtout. Pépin Kennis, une idée de balade ou de loisir à faire à Bruxelles ce week-end, ce dimanche? Écoutez, je dirais, quand vous vous baladez, quand vous vous promenez, regardez les banderoles partout. J'ai appris mercredi encore de vos homologues néerlandophones breuses, comme néerlandophone, je suis un peu plus la presse néerlandophone, que beaucoup de banderoles avec des revendications politiques, que ce soit pour libérer le Palestine ou pour la justice pour tel ou tel justement lien avec les violences policières, sont enlevées. Et que c'est pas très clair avec quelle réglementation, etc., etc. Tandis que moi, je trouve que justement, ça fait preuve d'une appropriation de l'espace public comme un espace démocratique aussi. Et donc, ce serait peut-être le coup de cœur d'aller regarder aussi. Vous voulez dire les autocollants ou les affiches qui sont placées ça aussi, et là? Elles sont parfois arrachées. On a vu aussi toute une vague d'affiches arrachées. Donc, c'est pas seulement le personnel communal qui enlève. Non, et là c'était vraiment sur les banderoles, il y avait même une histoire de boulevard Anspach où il y avait un banderole sur des bureaux et la police avec les pompiers ont dû forcer la porte pour enlever la banderole, c'était pour libérer le gazin à mon avis. Voilà, moi je trouve quand même interpellant qu'on fait ça dans certains quartiers, pour certains banderoles, pas pour d'autres, etc. Il faudrait une règle d'expression un peu plus claire et plus libre. Moi, comme je pense tous les députés, peut-être toi aussi, on a reçu des personnes qui demandent est-ce qu'il y a des lois vraiment qui interdisent de porter le drapeau palestinien parce qu'on me le reproche et des policiers me l'arrachent, etc. Donc il y a réellement une question sur l'appropriation de l'espace public comme un espace démocratique des débats publics, je trouve. Je crois qu'il n'y a pas d'interdiction de porter n'importe quel drapeau. Je crois qu'il faut éviter de porter le drapeau de l'Allemagne nazie, mais sinon... J'allais dire, je pense que celui-là, il est interdit. Voilà. Laurence Willemse, un conseil aussi à faire ce dimanche, ou un conseil loisir de manière plus générale? Mais je pensais qu'on allait reparler de la neige et donc j'espérais qu'il neige encore ce week-end pour pouvoir aller faire de la luge avec mes filles, aller me promener dans Scarbeck parce que j'ai adoré au parc Josaphat au parc Josaphat ou ailleurs. Parce que je trouvais que ces derniers jours, il faisait calme, les rues étaient apaisées, c'était assez agréable. Je voyais tous les enfants jouer après l'école et je trouvais ça assez chouette. Mais s'il neige pas ce week-end, j'irai peut-être nager justement dans la piscine qui est tout récemment rénovée.
dans ma commune. À Schaerbeek, justement, voilà. et peut-être bientôt aller nager un RP. Tout à fait. Hein, en tout cas, quand il fera beau. Ou dans le Marais Wils. Ou dans le Marais Wils, Singelpa, effectivement. En tout cas, merci à vous tous, à vous toutes d'avoir participé à notre émission. On se retrouve évidemment le 27 janvier pour une autre émission des experts. D'ici là, profitez bien de la neige, du bruit de la neige aussi, du côté apaisant de la neige. Merci à tous, merci à toutes.